Alors, vous avez vu que nous avions titré La trahison de l'Occident. Les Kurdes auxquels je parle en Rojava me parlent beaucoup de trahison. Ils ont très peur. Que leur dites-vous pour les rassurer? Que faites-vous pour les rassurer? D'abord, je récuse le terme d'Occident si toutefois une référence était faite à la politique étrangère de la France. La politique étrangère de la France est indépendante de celle d'autres pays rangés dans la catégorie de l'Occident. Et s'agissant de sa relation avec les Kurdes en Irak, en Syrie comme ailleurs, elle est fondée sur une amitié indéfectible. Amitié dont j'ai pu mesurer ici à Erbil, au contact des responsables du Kurdistan irakien, mais au contact également du général Masloum, de la générale Afrin, à quel point elle est appréciée à sa juste mesure. Le Rojava, c'était un petit peu dans ce Moyen-Orient qui est particulièrement agité de chaos, c'était un petit peu une utopie, une expérimentation, notamment si l'on pense aux femmes, aux droits des femmes. Et là, aujourd'hui, les YPG, le PYD, les autorités du Rojava craignent que de revenir dans le giron de Damas remettent en question les droits des femmes, par exemple. Les Kurdes de Syrie ont été pour nous des alliés fidèles dans le combat contre Daesh. Daesh qui les visait, le premier chef, et visait l'identité kurde. Daesh qui visait la France et l'Europe. Et je rappelle, 10 ans après les attentats du Bataclan, que c'est depuis le théâtre irako-syrien que l'État islamique a fomenté cet attentat qui a endeuillé notre pays. La, la résistance que nous avons soutenue tout au long de la répression sanglante menée par le régime criminel de Bachar al-Assad contre son propre peuple a eu raison de lui. Et lorsque, après sa chute le 7 décembre 2024, je me suis rendu en Syrie pour rencontrer les autorités de transition, je les ai assurés que nous continuerions de nous tenir aux côtés du peuple syrien au moment où une opportunité s'ouvrait de reconstruire une Syrie unifiée, respectant toutes les composantes du peuple syrien dans leurs droits, mais que nous serions extrêmement vigilants à ce que cette transition ne laisse aucune place à une résurgence quelconque de Daesh. Et c'est dans ce même esprit que j'y suis revenu hier, en mission anti-Daesh, pour réaffirmer que dans le moment où doit se mettre en œuvre le plan qui a été négocié par les Kurdes syriens et l'autorité de Damas, que cette mise en œuvre puisse se faire sans entrave, mais que le risque d'une résurgence de Daesh soit écarté. La place des Kurdes de Syrie, ou en tout cas les Kurdes syriens, doivent prendre toute leur part dans cette Syrie réunifiée, non seulement dans les territoires emblématiques du nord-est, à Saké et à Kobané, mais dans l'ensemble du pays. Et l'identité kurde doit être respectée et les Kurdes doivent prendre part à la vie économique, sociale et politique de cette Syrie réunifiée que nous appelons de nos voeux. Fantastique. Je vais juste revenir sur votre rendez-vous hier soir avec Masloum Komadé, un héros de la résistance. J'ai remarqué, puisque j'étais à l'entrée, j'attendais, ça a duré longtemps, vous avez beaucoup parlé, pris un peu de retard sur l'horaire. Que vous a-t-il demandé? Il nous a demandé, d'abord il nous a remercié pour les efforts de médiation que nous avons conduits à tous les niveaux, jusqu'à celui du président de la République, pour éviter un bain de sang, pour qu'advienne un cessez-le-feu et pour faciliter la conclusion d'un accord. Accord qui concerne le redéploiement de l'armée syrienne régulière,
les nominations aux postes clés, la question des infrastructures, le retour des déplacés et l'intégration des forces démocratiques syriennes, mais aussi des institutions kurdes au sein de l'administration civile réunifiée. Et donc il nous a remercié d'abord, puis demandé de continuer à veiller à ce que cette mise en œuvre puisse se faire dans les meilleures conditions. Je l'ai quant à moi invité à ne pas relâcher la garde dans le combat qui a été le nôtre contre Daesh. Puisque dans cette phase de transition qui concerne la Syrie tout entière, mais plus particulièrement ces jours-ci le nord-est syrien, Daesh ne ménagera aucun effort pour tenter de faire échec à cet accord, de faire échec à la réunification de la Syrie, pour pouvoir ensuite se projeter dans des attentats dont nous serions la cible. Cela suppose d'abord que les prisons et les camps du nord-est syrien puissent continuer d'être sécurisés et gardés. Je m'en suis assuré auprès du ministre des Affaires étrangères de la Syrie, comme auprès du général Masloum. Et cela suppose aussi que soit redéfinie notre architecture régionale de lutte contre Daesh, avec au centre les autorités syriennes, au sein de la coalition internationale anti-Daesh, qui doit être formellement invitée à pouvoir poursuivre ses interventions en Syrie, interventions militaires, je le rappelle, hein, nous avons frappé. Nous avons mobilisé toute la puissance de nos moyens militaires pour frapper Daesh encore récemment, le 3 janvier dernier. Nous le faisons dans un cadre légal, celui de la coalition internationale, mais qui, que je le disais, doit être formellement invité à intervenir dans le pays. Nous devons établir les mécanismes de coordination et, en Syrie plus particulièrement, l'expertise des combattants, des résistants, l'expertise des unités des forces démocratiques syriennes, les unités des YPJ du général Afrin, qui disposent, après 10 années de combats acharnés, après une formation, ou les formations dont ils ont pu bénéficier, y compris de la part de la France, d'une expertise dont nous aurions tort de nous passer à l'avenir pour continuer à contenir toute résurgence de l'État islamique en Syrie. Est-ce à dire que Bazoum Abdo restera un interlocuteur de la France? Évidemment, il restera, les échanges que j'ai eus hier à Damas m'en ont convaincu, un interlocuteur privilégié des autorités syriennes. Est-ce à dire aussi que la France continuera à déployer des hommes sur le sol irakien et peut-être en Syrie? C'est le cas aujourd'hui. La présence des forces militaires françaises est très appréciée par le gouvernement fédéral de l'Irak comme par le gouvernement de la région autonome du Kurdistan. Présence au sein de la coalition internationale contre Daesh, présence au sein de l'opération de l'OTAN, qui est commandée cette année par un général français. Présence aussi au titre d'opération de formation des militaires irakiens qui rencontrent ou qui sont extrêmement appréciés par nos partenaires. Ces relations multiples que nous avons avec les forces de sécurité irakiennes ont vocation à se poursuivre à l'avenir. Petite question difficile. Il y a des transferts vers les prisons irakiennes, transferts de prisonniers, d'anciens djihadistes, notamment des Français. Ces transferts étaient précisés dans l'accord entre Qamishli et Damas, ou est-ce que tout se passe très bien? L'accord entre Qamishli et Damas ne couvre pas le sujet de la lutte anti-Daesh et de la question des prisons. C'est le sens de votre visite. D'où l'importance de cette mission anti-Daesh qui évidemment ne m'a pas empêché de faire un point très précis avec Damas comme avec le général Masloum sur la mise en œuvre de chacun des points de l'accord, mais qui m'a permis aussi d'adresser des messages à l'ensemble de mes interlocuteurs sur le fait que nous ne pourrons accepter aucune forme de résurgence, aucun espace qui puisse être laissé
à Daesh pour se reconstituer. Les transferts de prisonniers de la Syrie vers l'Irak se poursuivent. Nous remercions les autorités irakiennes de les avoir acceptés. Elles permettent de limiter le risque d'une dispersion de combattants terroristes dans cette période de transition. Elles doivent se poursuivre jusqu'à leur terme. Il y a des mineurs français, enfin des ex-mineurs français, car ils ont grandi, ce sont des adultes. Sont-ils aussi français que vous? Ont-ils les mêmes droits que vous? Ou est-ce qu'il y a là, je vous sais attaché au droit international, hein, et est-ce qu'il y a là un cas de raison d'État contre droit international? La position des autorités françaises est inchangée. Les adultes doivent être jugés là où leurs crimes Ceux qui ont n'ont, été j'entends des commis. mineurs qui sont devenus adultes, qui sont donc innocents. Quant aux enfants, ils ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Et chaque fois que cela a été possible, sur le plan juridique comme sur le plan opérationnel, ils ont été rapatriés. Donc les 3 derniers seront invités à revenir. Je vous ai répondu. Nous sommes au Kurdistan irakien, c'est un endroit de prospérité, tout s'y passe bien. C'est aussi un endroit d'immense diversité, et diversité culturelle, diversité religieuse. Un berceau des religions, pour ainsi dire, hein. La plaine de Ninive, le nord, la partie du Kurdistan que vous connaissez. Les chrétiens sont beaucoup partis, notamment vers la France. Allez-vous les encourager à revenir dans la mesure où la sécurité est garantie ici? Oui. J'ai eu l'occasion, lors de ma précédente visite, de m'entretenir à ce sujet avec le cardinal Sacco. J'ai également eu l'occasion de m'entretenir de ce sujet hier et aujourd'hui avec les autorités du Kurdistan irakien. Certaines familles n'ont pas pu rentrer dans leur... familles chrétiennes n'ont pas pu rentrer dans leur village du fait des conditions de sécurité qui sont améliorées. Nous allons travailler avec notre équipe sur place pour faciliter ces retours. Il y a un vrai, si j'ose utiliser une expression anglaise, soft power français ici au Kurdistan. Les Kurdes apprécient l'influence française. Est-ce que ça va avec des investissements? Est-ce que ça va avec une politique d'investissement français ou privé, public, privé, dans la région? Ça va d'abord avec des gestes et je remercie les autorités de la région autonome du Kurdistan d'avoir décidé la veille de ma visite de faciliter le développement de notre présence consulaire à Erbil par un geste d'une grande générosité dont je mesure toute la portée. Et les investisseurs privés français, comment faire pour les attirer davantage dans cette région? Ils sont frileux. Nous, avec le Kurdistan irakien comme avec l'Irak, nous entendons approfondir les coopérations économiques. 20 entreprises françaises ont participé à la Foire internationale de Bagdad et nos fleurons dans le domaine de la défense, dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des transports sont mobilisés pour accompagner les autorités irakiennes dans leurs projets. Plus spécifiquement, au Kurdistan irakien, nous travaillons avec des entreprises françaises, travaillent sur des projets de sécurisation des infrastructures énergétiques, mais aussi d'innovation dans le domaine du traitement des eaux. La visite à venir du président de la République, qui sera aussi l'occasion de tenir la conférence de Bagdad, qui reflète notre vision d'une intégration régionale pour le Levant, sera l'occasion d'entraîner, de donner une impulsion nouvelle à la coopération économique entre la France et l'Irak. J'ai une toute dernière question. Nous sommes aujourd'hui à la veille peut-être d'un basculement considérable, d'un bouleversement considérable avec une possible, hypothétique attaque des États-Unis ou d'Israël sur l'Iran. Si je connais la position française, mais si d'aventure les Américains vous demandaient votre soutien de quelque forme que ce soit, soutien militaire, l'accorderiez-vous? Les États-Unis se sont mis en situation, c'est vrai,
de lancer une opération militaire sur l'Iran, mais ils ont proposé en parallèle à l'Iran de négocier, proposition dont l'Iran doit impérativement se saisir et dont je souhaite que le premier point soit la fin de la répression sanglante de ces dernières semaines contre le peuple iranien. La libération des prisonniers, la fin des exécutions, le rétablissement total d'Internet et des communications et la restitution au peuple iranien de ses droits et de sa liberté.